Petit message avant le début de cet épisode. Je sais que vous êtes certains collègues à m'écouter, collègues courtiers en crédit. Sachez que All-in, le réseau dont je fais partie, a une offre extraordinaire à vous proposer en ce moment. Donc si ce réseau vous intéresse, n'hésitez pas à m'appeler au 06 36 22 36 22 ou m'envoyer un petit message si je ne réponds pas évidemment. Et si ce que je fais vous plaît, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Ce serait vraiment la meilleure manière gratuite de m'aider et de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bienvenue dans 35%, le premier podcast sur l'actualité du crédit. Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 11 de 35%. Épisode exceptionnel puisqu'on a un invité exceptionnel. Je vous en parle un peu plus longuement dans le sommaire. Sommaire, on va pouvoir déjà commencer tout de suite à en parler. On va commencer par une traditionnelle météo des taux avec une bonne tendance encore qui se confirme et des bonnes nouvelles. Ensuite, on aura la chronique d'Olivier Landrevi, que vous connaissez tous, évidemment, le fondateur de Money Smart. Et enfin, l'interview de Dorian Fournier, l'ex-notaire qui est devenu agent immobilier. Écoutez, c'est parti pour cette météo des taux. Let's go! Et c'est parti pour cette météo des taux pour le mois de mars 2024. Comme d'habitude, petite moyenne sur les différents types d'années. Donc 15 ans, 3,71, 20 ans, 3,81. Et sur 25 ans, les amis, on a une moyenne de 3,95. Pour vous la faire courte, les banques les plus chères en termes de taux jusqu'à aujourd'hui sont encore en train de baisser leurs taux. Ils sont très en retard, hein. On voit encore des banques à 4,80 voire 5% sur 25 ans. Donc celles-ci, elles ont tout intérêt, et je pense que c'est ce qu'elles sont en train de faire, à redescendre leurs taux. On a notre bonne vieille Société Générale qui est de retour sérieusement dans le game et qui fait justement chuter les taux puisqu'elle se positionne plutôt pas mal. Et les banques les mieux placées, celles qui étaient déjà vraiment les moins chères en début d'année, sur janvier-février. En tout cas, il y en a une, celle qui était la mieux placée sur les profils classiques, hein, qui gagne en dessous de 40K, nous a fait une petite augmentation de 0,10. Mais Olivier Landrevu vous en parlera un peu plus dans sa chronique. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, pour emprunter 250 000 euros, la mensualité sur 15 ans, elle est de 1813, sur 20 ans, 1490, et sur 25 ans, 1313, évidemment, si on se met au taquet des 35% assurance inclus. Donc voilà pour la météo des taux. Et justement, place à Olivier Landrevi pour sa chronique du mois d'avril. Jingle. Bonjour, pour ouvrir cette chronique, j'aimerais revenir sur les annonces de ces dernières semaines de la part du gouvernement et en particulier sur les précisions qui ont pu être apportées par notre nouveau ministre délégué au logement. Tout d'abord, nous avons des mesures de simplification administrative en matière de logement qui sont bienvenues mais qui malheureusement ne concerneront que 22 micro-territoires. L'objectif, c'est une accélération pour parvenir à la construction de 30 000 logements supplémentaires en 3 ans, ce qui est évidemment tout à fait insuffisant. On pourrait presque penser que c'est un stagiaire qui a oublié un zéro dans le chiffre. Malheureusement, le chiffre a été confirmé. Ensuite, nous avons un énième aménagement de la méthodologie de calcul du DPE, de façon à ce qu'il soit moins défavorable aux logements de moins de 40 mètres carrés. Selon les estimations du ministère, cela permettrait de sortir du statut de passoire énergétique environ 140 000 logements, ce qui n'est pas négligeable. Ce qu'on peut regretter simplement, c'est que cette mesure ne prendra effet qu'au 1er juillet et dans l'attente de cette date, malheureusement, les logements concernés restent inlouables. Et puis, nous avons cet ovni
qui est cette proposition de Christophe Béchu de demander aux banques d'élargir l'offre de crédit en proposant des crédits in fine. Alors, je vais essayer de vous retranscrire ce que je comprends de cette proposition après avoir échangé avec quelques amis banquiers. L'idée serait d'introduire un produit hybride qui serait composé pour 80% d'un crédit amortissable classique et pour 20% d'un crédit in fine. Alors, on sait que les banques pratiquent déjà aujourd'hui pour leur clientèle patrimoniale et sur des projets d'immobilier locatif des montages de ce type, voire même des montages in fine 100%. Ce qui paraît très étrange dans la proposition du ministre, c'est qu'il semble le voir, lui, comme un moyen de débloquer l'offre de crédit destinée aux primo-accédants, à une clientèle plus jeune et aux revenus relativement modestes. Mon interprétation, c'est que le ministre y voit sans doute un moyen de contourner les normes du HCSF, en particulier la norme d'endettement plafonnée à 35%, sans avoir à demander au gouverneur de la Banque de France d'avaler son chapeau. Celui-ci a immédiatement réagi en faisant savoir qu'il était opposé à ce type de montage, et je crois savoir que la Fédération des banques françaises n'est pas très chaude non plus. Donc je pense qu'il y a très peu à attendre de cette proposition. Cela étant, une réunion est prévue dans les jours qui viennent entre les banques, les ministres concernés et la Banque de France, et on attend de voir ce qu'il en ressortira. Je terminerai en parlant de taux. Une nouvelle réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE est prévue ce jeudi 8 mars. Je pense qu'il ne faut rien en attendre. Christine Lagarde et un certain nombre de gouverneurs ont fait savoir dans la presse ces dernières semaines qu'il était, selon eux, trop tôt pour commencer à assouplir la politique monétaire. Et sauf surprise, nous aurons donc un statu quo. Je pense qu'il faudra sans doute attendre le courant de l'été avant d'avoir un premier assouplissement et une première baisse des taux. Et comme depuis un mois, nous avons une légère remontée des taux de l'OAT 10 ans qui flirtent maintenant avec les 3%, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'on entre dans une phase de gel des grilles de taux des partenaires bancaires. Alors évidemment, je dis ça de façon globale, certains procéderont à des ajustements, peut-être certains continueront à baisser doucement, d'autres peut-être remonteront un peu, mais globalement, voilà, je m'attends à une sorte de plateau qui pourrait durer jusqu'au début de l'été. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Très bon. Merci Olivier pour cette super chronique. Encore une fois, très détaillée et très technique sur lesquelles, on est tous éclairés. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Olivier Landrevi sur LinkedIn, Top Voice. On a la chance d'avoir en France un acteur reconnu là-dessus et sur lequel, surtout, on a de la donnée qui est pré-analysée et pré-mâchée pour vous. Et n'oubliez pas la newsletter moneysmart.fr que vous retrouvez en note de ce podcast également. On va passer maintenant à l'interview du mois avec Dorian Fournier, le notaire devenu agent immobilier. C'est parti, let's go. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en podcast et à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, les amis. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Dorian. Dorian, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. On est dans les bureaux de Côté Neuf. Je remercie Vincent et Damia de nous accueillir aujourd'hui. C'est très très cool. Je pense que ça va devenir une tradition parce que effectivement c'est très confortable comme bureau et comme studio du coup pour enregistrer. Je confirme. On va parler aujourd'hui à une personne que je trouve très étonnante, croisée encore une fois n'est pas coutume sur LinkedIn. Vous l'avez croisé, ou vous avez certainement lu ou vu une de ses photos qu'il partage avec sa propre tête d'ailleurs sur LinkedIn. Si vous êtes dans la galaxie de l'immobilier de près ou de loin, il serait notaire, qui serait devenu agent immobilier. Dorian, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une longue histoire. Et on va la résumer ensemble. Parlons-en. Est-ce que tu peux déjà me parler un peu de ton parcours ? Et j'aime bien moi parler des parcours académiques, comprendre un peu comment les gens sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui. En plus, le parcours académique, il est évident dans mon parcours professionnel.
Puisque pour commencer à la base, alors on va pas remonter avant le bac, hein. Non, après le bac évidemment. Bah oui. J'ai fait une fac de droit, tout simplement. La fameuse fac de droit, alors à Bordeaux. Quand je suis rentré là-bas, je voulais être magistrat. Donc, comme pas mal de monde à Bordeaux, je crois. Oui, parce qu'il y a l'ENM, l'École nationale de la magistrature, est là-bas. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine appétence. Mais en tout cas, je suis allé vers le droit pour cette raison initialement. Et très vite, dans les matières, j'ai vu très vite que tout ce qui était droit immobilier, droit des biens, on appelle ça, là, il se passait quelque chose. Et j'ai eu un déclic avec un prof d'université qui dit « Ça, c'est ce que vous feriez au quotidien si vous étiez notaire. » J'ai fait « Waouh, ça, c'est ce que je veux faire au quotidien. » Donc, je me suis intéressé au métier et très vite, je me suis dit « Ok, je veux être notaire. » Alors, je vais pas pouvoir te laisser passer ça. Qu'est-ce qui t'a dit, quelle mission d'un notaire pouvais-tu trouver sexy ? Et justement, ça vient pas de la mission du notaire, c'est vraiment venu, et c'est pour ça que je dis, c'est étonnant, parce que c'est suffisamment rare pour le souligner, tu veux parler du parcours académique, c'est justement de là que vient tout ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment de la matière. Je suis un puriste, entre guillemets. Ok, mais qu'est-ce qui dans la matière te plaît et t'excite ? Et que quand ton prof t'a dit, c'est ce que vous feriez au quotidien en tant que notaire, tu t'es dit, ça, je vais le faire de 8 à 18 heures. Tous les jours. Alors 8 à 18 heures, c'est les horaires officiels. Officieusement, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Même dans le notariat, surtout dans le notariat. Ça va paraître bizarre. Là, je vais paraître pour un alien. Hein, servitude. Déjà, ce genre de biens, pardon, pas de biens, de droits qui s'appliquent aux biens immobiliers, avec tout ce panel qui en fait nous apparaît quand on est petit étudiant sur les bancs de la fac. Nous, ce qu'on nous dit, c'est une vente en pleine propriété, c'est ce qu'on voit au quotidien, et là on apprend que en fait ça se démembre. On peut faire de l'usufruit, on peut faire de la nue propriété, on peut justement avoir une servitude sur le terrain de son voisin, il y a des règles spécifiques sur les mitoyennetés. Mais t'es au courant quand même que ce dont tu parles et qui t'excite fait mal au ventre à la majorité du commun des mortels. Ben voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais passer pour un alien en direct. Ok, très bien. Mais c'est ça qui m'a plu. Et finalement, l'amour pour la matière s'est confirmé avec tous les autres pans. Et il y en a quasiment pas un que j'ai moins apprécié que les autres. Tout ce qui relève du spectre du notariat, c'est-à-dire le droit de la famille, le droit des successions, le droit des donations. Ça déjà, ça parle un peu plus à tout le monde. Le droit rural, même ça, j'y ai trouvé un certain plaisir. Le droit des sociétés. Hein, et en fait, tout ce panel, je me suis dit, mais oui, ce métier, il est pour moi. En tout cas, ce milieu est pour moi. Et donc, tu te spécialises à quel moment c'est ta licence, ton master que tu fais? Alors, la licence, elle est commune. Et dès le master 1, donc dès la 4e année de fac, on arrive en master notariat. Et donc là, il faut bosser parce que c'était à l'époque, parce que ça a bougé maintenant, la sélection se faisait entre le master 1 et le master 2. Donc il fallait se donner sur la première année pour être sélectionné pour le master 2. Et j'ai été sélectionné, et puis ensuite j'ai enchaîné sur le diplôme de notariat, diplôme supérieur de notariat on l'appelle. Ok, donc 5 ans d'études à la fac 5 ans d'études à la fac, plus 2. Où ça ? À Bordeaux c'est spécial, mais normalement c'est avec la fac aussi que le diplôme se fait, mais là c'est avec l'école du notariat, pour faire simple. Ok. Voilà. Et donc c'est une alternance pour devenir notaire, c'est 4 jours par semaine en office notarial et 1 jour par semaine à l'école. Ok. Voilà. Et tu fais le boulot d'un clerc finalement, en alternance, en espèce de clerc en alternance. Exactement, pour apprendre, tu es notaire stagiaire à ce moment-là. Notaire stagiaire, c'est celui qui prépare son diplôme de notaire, et effectivement on commence par le commencement, donc on fait l'équivalent du travail de clerc de notaire, on traite des dossiers, parce que c'est un peu comme ça que fonctionne l'esprit du notariat, on travaille sur des dossiers, il y a un certain recul déjà dans la terminologie, on parle pas de projet client, etc. Mais donc on est sur des dossiers et on apprend, on fait, on traite. Et petite parenthèse, un clerc, c'est quoi la formation pour être clerc de notaire ? Mais c'est une formation de clerc de notaire qui est plurale, puisque ça commence au BTS, clerc de notaire, donc 2 ans. Ça peut être confirmé par une licence pro des métiers du notariat. Et ça d'ailleurs, j'enseigne à Bordeaux aux licences pro des métiers du notariat, donc sur la 3e année. Et ils peuvent confirmer ça avec une 4e année. La dénomination a évolué avec le temps, mais voilà, là on a un diplôme de clerc
de notaire en bac plus 4. Et donc, il y a des gens quand même, globalement, les employés du notariat sont quand même des gens formés. Hein. On a beaucoup de... Voilà, il y a des notaires assistants, c'est ceux qui ont un diplôme de notaire. Okay. C'est du bac plus 8. Et les autres, c'est bac plus 4. Alors, en fait, c'est considéré comme un bac plus 8 puisqu'il y a une année où on doit faire un mémoire. Ok. Pour valider le diplôme. Tu te souviens de ton sujet de recherche? Oui, tout à fait. C'était sur le divorce par consentement mutuel parce que c'était le moment où il était entré en vigueur. Okay. Donc j'ai étudié dès le début tout ce qui était. Il y avait beaucoup de problématiques de mise en œuvre. Je ne sais pas si ça te parle. Non, je vois si je décompose la phrase divorce par consentement mutuel, je pense avoir compris un peu le principe. Je veux pas rentrer dans les problèmes de mise en œuvre. Non, vraiment, voilà. Je suis un jeune pacsé, je suis très content justement, ces mots-là que tu viens de me dire, divorce, ça consentement mutuel, ça me fait vraiment mal au ventre. Il y a consentement mutuel quand même dedans. Consentement mutuel. Ça rassure. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est bien. Quand il y a du consentement, c'est toujours mieux. Exactement. Oula. Alors, il y avait un type de sujet interdit. Là, je sais pas si ça en fait partie ou si on peut y aller. Non, on est bon. Là, on est bon. On est bon. Ok. Donc, c'était sur le divorce par consentement mutuel et j'avais fait une partie aussi sur le cas du décès d'une partie lors de entre le compromis de vente et la vente définitive, parce que ça, je l'ai vécu en tant que notaire stagiaire. Donc, c'était un sujet d'étude intéressant aussi. Et donc tu fais ton alternance en tant qu'élève notaire, et puis donc dans une office. Oui. À Bordeaux. À Agen, Lot-et-Garonne. Ok. Oui. Parce que familialement, il y avait des ancrages dans le secteur, donc j'ai travaillé là-bas pour commencer. Et ensuite, je suis venu sur Bordeaux dès le diplôme en poche. Ok. Et tu exerces en tant que notaire. Alors voilà, justement, on y vient assez vite parce que quand on a son diplôme, on a donc un diplôme de notaire. Ça, c'est une très belle chose, mais c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme un garagiste. C'est pas parce que tu as le diplôme de garagiste que tu es patron de ton garage. Bien sûr. Tu commences, tu es salarié, etc. C'est pareil finalement pour le notaire. Tu as ton diplôme de notaire, okay. Tu commences notaire assistant. Pour donner une image compréhensible pour tous, c'est un travail de clerc de notaire qui souvent est plus spécialisé sur les dossiers plus complexes, puisqu'il y a normalement un background juridique qui est supérieur. Okay. C'est un peu la base, le principe fonctionne comme ça. Et ensuite, on peut accéder au poste de notaire, au statut de notaire. Et il y a plusieurs voies pour ça. Je ne sais pas si tu connais les différents statuts du notaire. Alors, j'ai déj avec un notaire une fois qui m'a expliqué qu'il fallait être nommé par ton étude notaire et que du coup ça soit publié quelque part et que c'est cool. Et que j'ai croisé une discussion absolument lunaire. Vous avez vu, monsieur machin a été nommé. Voilà, il était extrêmement jeune et il est déjà notaire. Alors c'est vrai que c'est sympa parce qu'on est nommé par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Ok, cool. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait le notaire est qualifié d'officier public et ministériel, puisque c'est un ministre qui le nomme, et officier public parce qu'il a une délégation de pouvoir public. C'est pour ça que sa signature sur des actes emporte autant de conséquences. Ok. D'accord, on peut le présenter à un ex-huissier de justice, maintenant commissaire de... Alors oui, commissaire de justice maintenant, pour faire exécuter ce que contient un acte, ça a la valeur équivalente à celle d'un jugement. Un acte notarié. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette aura autour du notaire, parce qu'il a un pouvoir de délégation de puissance publique réelle. C'est pour ça que c'est nommé donc par le ministre de la Justice. Et donc, pour donner la réponse, il y a plusieurs façons d'exercer en tant que notaire. Il y a la façon, on va dire, royale que tout le monde connaît, c'est profession libérale. Tu es chef d'entreprise et tu es officier public. Et il y a la voie qui est... que tout le monde peut faire. Que tout le monde peut faire à condition d'avoir le diplôme, à condition soit d'acheter des parts de société d'un office existant. On ne peut pas faire de création, c'est ça ? Voilà, alors sur les créations d'office, tout a été réformé par la loi Macron. La loi Macron de 2015, quand il était encore ministre de l'économie. Constatant, aidé par l'autorité de la concurrence, qu'il y avait trop peu de notaires sur le territoire pour les besoins, ils se sont dit... ce serait pas mal de créer beaucoup d'offices et de postes de notaires avec. Donc... Alors, objectivement, c'est une bonne... L'analyse est bonne sur le... Il y a trop peu de notaires ?
n'en déplaise au notariat à ce moment-là, effectivement, l'histoire a donné raison au fait qu'il y avait un besoin de partager le gâteau. Oui, Alors, ok. j'emploie volontairement les mots qui étaient employés par les détracteurs du notariat à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y avait quand même de la place pour des jeunes ou même des diplômés plus âgés en âge, vraiment, qui n'accédaient pas au poste. Ok, très bien. Donc ça a créé effectivement beaucoup de nouveaux notaires. J'ai même plus les chiffres en tête, mais c'est plus d'1 millier en tout là sur 3 ans. Sur 3 vagues. En fait, c'est par vague de nomination. Ok. Donc les nouveaux arrivants aient suffisamment de temps pour s'installer et voir une entreprise, parce que malgré tout, ce sont des entreprises qui soient rentables, d'accord, et qui aient de la clientèle, avant de faire de nouveaux tirages au sort, parce que voilà tout l'enjeu, c'est que c'est par postulation, par candidature, quand on a le diplôme, et il y a des tirages au sort. Et ils en ont fait tous les 2 ans et demi, là, depuis 2016. Ok. Et donc, ça, c'est pour être notaire libéral. donc ça, c'est la voie royale. Ça, c'est Voilà. cool. Donc, soit on achète une étude existante d'un notaire qui part à la retraite, soit on s'associe avec un notaire qui veut faire une augmentation de capital ou qui revend une partie de ses parts, soit on est nommé par tirage au sort sur un office créé. Et le dernier, c'est notaire salarié. Donc on est un officier public et ministériel tout comme les autres, sauf qu'on n'est pas chef d'entreprise. Ok. On ne gère pas ses employés, voilà tout ce que fait un chef d'entreprise, et pourtant tu es notaire en titre. D'accord ? Ça, c'est le statut que j'ai eu. Ok. Voilà. Donc moi, sorti de mes études, à peine mon diplôme en poche, j'étais tombé sur un patron qui me faisait confiance pour mes compétences et mes qualités, qui m'a dit « Allez, tu fais ta demande de nomination au ministère dès que tu as ton diplôme. » Et donc j'ai été nommé à 25 ans, notaire salarié. Et ça, c'était une belle réussite. C'est jeune, je m'en rends pas compte. Oui, c'est jeune. C'est pour ça que je dis objectivement, c'était une belle réussite. Ok. Ok. Et tu es nommé du coup notaire salarié à 25 ans. Bravo. Et tu exerces. À ce moment-là, j'exerce. Voilà. Bah, on peut citer l'office d'ailleurs, puisque tu as fait confiance, ou pas. Si tu veux pas qu'on la cite, on peut ne pas la citer, hein, mais on peut leur faire un petit coucou ou donner le prénom de celui qui t'a fait confiance, ou pas. Oui, on peut. Quoique, ça ferait de la pub. On n'a pas le droit de faire de pub au notaire. Donc, je vais me contenter de ne pas le citer. Ok. Je dirais que c'est une étude à Bordeaux. Non, mais voilà, par respect, on peut pas faire de pub pour les notaires. Ok, très bien. Mais merci. Ça, c'est une chose que, évidemment, je remercie. J'ai toujours remercié et je sais le poids de cette confiance qu'il y avait. Ok. De me dire, ok, tu passes ton diplôme rapidement, tu soutiens ton mémoire pour derrière déposer ton dossier de nomination. Ça, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Une telle confiance aussi rapidement, aussi jeune, ça fait très vite grandir, d'ailleurs. Ok, bah, j'imagine que tu dois te prendre un coup de pression de ok, maintenant faut y aller. Exactement. Et ta signature va être. Là, je te reçois, tu es un monsieur qui a eu des enfants, qui a des petits-enfants, et qui a une femme, qui veut commencer à prévoir la transmission de son patrimoine à sa famille. Ok. Mais moi, je suis là, mais je te dis, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ok. Ouais, c'est ça, tu vois, ça dit tout de suite, tu es dans le bain. Hein. Et tu exerces pour combien de temps comme ça ? J'ai exercé en tant que notaire 2 ans et demi, jusqu'en octobre 2021. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai quitté j'ai rendu le tablier. Oh là là, mais alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? T'as quitté ? Alors déjà, est-ce que t'as kiffé ? Ah oui. Ok. Oui. J'étais un amoureux de la matière, donc la mettre en œuvre au quotidien, ça ne pouvait être que positif pour moi. Okay. J'ai adoré ça. Accompagner les clients dans ces moments de vie qui sont parfois très heureux, parfois au contraire des moments très difficiles, très douloureux. On accompagne les gens dans les successions, c'est quand même... C'est ta spécialité ? Tu t'es plutôt sur du patrimonial ou du... Non, j'étais très généraliste. Ok. J'avais quand même 70% de ventes immobilières et les 30 autres pourcents, c'était des successions complexes, des donations, du droit des sociétés, des groupements forestiers aussi. Je travaillais pas mal sur le droit forestier. Tu vois, non mais je vais te dire, tu vois, j'étais généraliste et en plus, droit des sociétés, moi j'ai dit. Donc on a fait un tour. C'était assez large. Ok. C'était assez large. Mais comme tu l'as compris, quand même, le gros du flux pour un notaire, de toute façon, pour tous les offices en France, le gros du flux, c'est la vente immobilière.
parce qu'il y a un monopole du notaire sur le constat des transactions. Oui, transactions immobilières. La phase 2, voilà. La phase finale qui la phase finale, qui ne peut se faire que chez vous. Exactement. Ah, chez moi, c'est fini maintenant. Non, bien sûr, chez les notaires. Chez les notaires, effectivement. Donc, il y a un passage obligé, donc nécessairement, il y a tout un flux de ventes immobilières qui fait vivre les offices, et on le voit aujourd'hui, hein, quand l'immobilier est en perte de vitesse, comme aujourd'hui, ben, les offices notariaux aussi sont en perte de vitesse en termes de chiffre d'affaires. Ok. Et là, c'est la phase la plus triste. Du coup, là, on est un peu plus sur une phase compliquée. Ah non, alors toi, tu la vis pas, cette phase-là. Moi, je la vis maintenant de l'autre côté, puisque c'était ta question, on y vient, je suis devenu agent immobilier maintenant. Alors, on va faire un petit... on retourne en arrière. Vas-y. Qu'est-ce qui fait que tu... à quel moment, dans ton activité de notarié, tu décides, enfin, tu te dis que c'est plus fait pour moi, et je préfère faire autre chose, et tu vas nous expliquer quoi. Ouais. Alors, j'ai constaté assez jeune, parce que pour le coup, déjà en tant que notaire stagiaire, j'ai eu ce constat de dire, en fait, le notaire, il a le mauvais rôle. Il arrive en fin de course, quand tout a déjà été négocié, et on apprend au parti que, en fait, là, il y a une obligation réglementaire, et on va devoir y passer par là. Ça aurait impliqué normalement de faire ceci, de faire cela, et là on va prendre 3 semaines de plus, ou non, maintenant monsieur l'acquéreur, vous allez devoir payer 1500 € de plus parce qu'il faut rembourser la taxe foncière, il faut ceci, il faut cela, chose qui était très peu souvent vue en amont. Et quand tu endosses... Quand tu dis en amont, du coup, c'est les signatures agences, du coup, c'est ce que tu... Alors, on part du pire, la vente entre particuliers. Il n'y a rien qui est vu. Ok. Il n'y a rien qui est vu. En fait, la négociation, et c'est pour ça que maintenant je suis agent, c'est de valoriser ce travail qui est en amont, de préparation des projets des clients, de négociation. La négociation, c'est pas juste un prix. Hein. Ceux qui se disent le travail de l'agent IMO doit se contenter à trouver un acquéreur à un prix, c'est un peu limité quand même. Mmh. Et c'est ça qu'il faut qu'on incarne en tant qu'agent immobilier ou mandataire immobilier. Tu vas trop vite. Tu viens de spoiler les gens. Tu viens de dire aux gens que tu es agent immobilier du coup maintenant. Mais oui, mais ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Ils te suivent tous sur LinkedIn. Ok. Donc tu as le mauvais rôle. On a le mauvais rôle. Plein de mauvaises nouvelles par rapport à des compromis mal branlés, Ouais, des négociations mal ficelées. Quelles qu'elles soient. Soit déjà au stade d'un compromis ou soit même avant. Okay. Et en fait, les gens ne savent pas où ils vont. Et imagine un primo-accédant. Un primo-accédant, il arrive, lui, il découvre la vie. Il a peut-être vu des choses sur Google qui sont plus ou moins fiables, et plutôt moins que plus. Et là, il arrive et on lui apprend tout. Alors que tout ça, il serait tellement plus rassuré d'avoir vu en avance qu'est-ce qui va se passer pour lui, qu'est-ce qui va lui arriver, et que la partie notariale ne soit qu'une suite logique plutôt qu'une fracture dans le process. Dans le process, exactement. Okay. Donc je me suis dit, il y a un moment, je vais prendre mon sac à dos et je vais y aller au début du projet des clients pour anticiper, pour faciliter le transfert avec les notaires et le travail avec les notaires. Et puis me dire aussi... Donc c'est ça mon pourquoi. Ok. C'est ça mon pourquoi initial, qui s'est enrichi avec le temps. Naïvement, ouais. J'aurais pu me dire, en tant que notaire, avec tous les volumes d'affaires que tu vois passer, tous les agents immobiliers que tu vois passer, tout l'argent que tu vois passer, puisque, pour rappel, les frais de notaire, tu n'en touches que très peu. Ah oui, d'ailleurs, j'aime pas les frais de notaire, j'aime dire les frais d'acquisition, les frais d'acte notarié. Pardon. Ah ben oui. Mais justement, de ce qu'on appelle... Que tu le dises, comme ça... Exactement, on corrige. De ces frais d'acquisition, tu n'y touchais que pas grand-chose. Est-ce que l'argent aurait pu être une motivation aussi supplémentaire pour te dire, attends, il y a moyen que je fasse mieux le job, que je sois plus technique, et que en plus je gagne mieux ma vie? Est-ce que ça aussi, ça a pu rentrer dans l'équation? Jeune, au début, oui. Me dire... parce qu'en fait, on regarde... Alors, mais ça, là, je te parle depuis, j'ai bien évolué sur ça. Ok. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début, on se dit,
les émoluments du notaire sur une vente, ils sont 1%, 1,5% en moyenne. Ok. Les émoluments, ouais. Ouais, c'est les honoraires, l'équivalent des honoraires, mais vu que c'est fixé par décret, on appelle ça des émoluments. Et les honoraires d'une agence immobilière, c'est, en moyenne en France, c'est 5%. Et c'est vrai que ça, quand tu es jeune, que tu débarques, tu te dis, waouh, c'est étonnant cette différence. Est-ce qu'il y a des affaires où tu t'es dit, attends, moi j'emmerde tout le monde. Je travaille comme un ouf. Je refais son compromis qu'il a mal branlé en agence. Je refais tout. Moi, je ne prends que ça. Et lui, il va prendre 12 000. Est-ce que cette réflexion... Surtout que j'étais salarié. Ok. J'étais salarié. Moi, ça ne changeait rien. Ah, ça change rien pour toi? C'était non. un fixe, t'étais pas du tout commis. Il n'y avait pas une incentive sur le nombre de dossiers que tu faisais ou... Non. Alors, il faut aussi... quel est l'intérêt, alors, du coup, au notaire salarié de dire, n'hésitez pas à faire travailler notre office Alors, mais c'est autre chose, là. Donc, tu m'envoies sur un autre terrain, pourquoi pas. Un notaire salarié qui dit « venez faire travailler notre office », c'est... Non, mais qui dit, voilà, un agent immobilier, écoutez, si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à nous envoyer des dossiers. C'est qui projette l'avenir. Ok. Projette l'avenir. Il se dit, si moi, j'ai mes clients, même si officiellement un notaire salarié n'a pas de clientèle, officiellement, il a de fait des gens qui sont attachés à son fonctionnement, son professionnalisme. Derrière, s'il doit s'associer... c'est un poids d'ailleurs pour favoriser une association, pour quand ses patrons lui vendent des parts, éventuellement, ou pour, dans le secteur, ouvrir son office et puis avoir déjà sa clientèle. Donc c'est un pari sur l'avenir. Mais alors, on va faire plein de parenthèses, on va faire plein de digressions, mais on va venir à tout ça. Comment tu valorises du coup les parts d'une office s'il n'y a pas de clientèle et si tu peux pas... tu vois ? Alors attends. Un office notarial, il est valorisé par son chiffre d'affaires. Ok, tout simplement. Chiffre d'affaires passé. Ouais. Ok. Donc là, si tu me parles d'un notaire salarié qui se constitue officieusement attaché à sa personne, des clients qui lui sont fidèles, lui, il ne valorise rien. Il valorise juste, théoriquement, un portefeuille et une aura qu'il a dans son secteur. Factuellement, qui ne peut pas être prouvé. Qui ne peut pas prouver, sauf à ce qu'il soit, au sein de son étude et que la majorité des clients, en fait, ses patrons ne connaissent pas les clients, ils ne connaissent que ce personnage-là. Ok, très clair. Ça, c'est très factuel ensuite. Hein. Très clair. Ok. J'ai perdu le fil. On était. Mais vu qu'on fait des parenthèses, on les ferme petit à petit. On les a fermées petit à petit. Ah oui, et je te posais la question du coup de l'argent, de ce qui peut-être t'avait motivé à quitter le notariat. Tu me disais, ça aurait pu être aussi dans l'équation, mais ça s'est beaucoup enrichi depuis. Et là, tu allais développer l'enrichissement. Ça s'est énormément enrichi depuis, dans la mesure où, alors, déjà, encore une fois, ce jeune et naïf notaire salarié qui dit, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, dans le même circuit de la transaction, touchent 5 fois plus que l'autre. Pourquoi ? Alors que j'ai le mauvais rôle, je ne savais pas apprécier le métier d'un agent immobilier, pour faire simple. Quand j'étais notaire, je ne savais pas apprécier le travail d'un agent immobilier. Je ne savais pas exactement tout l'enjeu de ce métier, pour faire simple. Parce que je n'étais pas suffisamment connaisseur de leurs problématiques, de leurs contraintes. Donc ça a été... aussi une des raisons pour laquelle je me suis dit, je vais prendre mon baluchon et je vais prendre leur place. Je vais incarner ce que je prétendais jusque-là. Tu perds quelque chose en faisant ça ? Comment ça, tu perds quelque chose ? Du coup, tu restes diplômé notaire ? Le diplôme, ça se perd pas. On est d'accord d'accord. Donc tu pourrais être nommé un jour si tu le souhaites. Oui. Reprendre une office oui, soit à nouveau être salarié, soit m'associer, soit tenter d'être tiré au sort en déposant ma candidature. Je voulais juste comprendre le poids que ce choix avait sur du coup peut-être un éventuel retour en arrière si tu le souhaitais. Il existe. Il faudrait que je ferme mes sociétés qui ont un statut commercial là, parce qu'on peut pas multiplier, on peut pas cumuler. Hein. Mais à partir de là, c'est tout à fait faisable. Ok, très bien. Tu prends ton baluchon. Je prends mon baluchon, je dis je vais commencer. Plutôt que d'annoncer des mauvaises nouvelles après, je vais essayer de faire dès l'origine des projets des clients
une sorte d'audit, de leur expliquer ça va se passer comme ça, voici vers quoi vous allez, je vous y accompagne, je prends beaucoup de choses sur moi, et d'ailleurs le lien avec le notaire, je vais m'en charger. Voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais devenir agent immobilier. J'ai demandé donc ma carte T. Parenthèse faite, on m'a posé la question il y a 2 jours encore. Est-ce que il y a besoin de prouver quelque chose pour avoir la carte T ? Si ce n'est l'obtention d'un diplôme de notaire, qui est au-delà d'un bac+3, j'ai rien eu à prouver d'autre. Donc elle m'a été donnée d'office. Ok. Non, mais il n'y a pas, par exemple, un stage ou une validation spécifique pour le métier d'agent immobilier. Déjà, je me suis dit, ça me paraît étonnant, mais pourquoi pas ? Et à partir de là, je vis ce quotidien. Je vis ce quotidien de faire mettre en relation un vendeur avec un acquéreur, tout en ayant, moi, cette vue réglementaire, notariale. Quels sont les problèmes potentiels qui vont se poser avant même que ça arrive devant le notaire, et lever tout ça, lever tous ces obstacles. Donc tu crées ta société ? Ouais. Ok. Elle s'appelle comment, ta société ? Elle s'appelle Juridique Immo. Juridique Immo. À Bordeaux, mais ce que je mets en avant comme bannière, c'est le réseau ADN. On en parlera évidemment, j'imagine, mais juste dans l'ordre, tu crées Juridique Immo. Oui. Tout seul ? Oui. Ok. Ouais. Et tu te lances, tu fais ta petite prospection, tu achètes tes pubs sur le Bon Coin pour... raconte-nous un peu cette expérience, toi, du coup, de nouvel agent. Oui, mais justement, ça, c'est un vrai sujet. C'est tout l'enjeu, d'ailleurs, pour tous ceux qui peuvent avoir mon statut, mon profil. Pas mon statut, mon profil. Quand tu fais la fac de droit, tu n'apprends rien du commerce. D'ailleurs, dans la culture notariale, on t'apprend que le commerce, c'est pas beau. Le commerce, c'est quasiment un gros mot. Les notaires sont tombés de leur chaise quand leur tarif réglementé est entré dans le code de commerce. Okay. Parce que pendant des centaines d'années, c'était considéré comme une activité civile et pas commerciale. C'est toujours le cas d'ailleurs. Mais voilà, on nous apprend qu'il n'y a pas de concurrence. On est des confrères, des consoeurs. On fait pas de commerce. Ouais. Ça te fait marrer. Oui, non, là, je visualise une discussion entre 2 notaires, mais pas de concurrence. Voilà. Confraternité. Confraternité, exactement. Tu m'as fait perdre le fil, du coup. Voilà. On t'apprend que du coup, il n'y a pas de concurrence. Pas de concurrence et pas de prospection, évidemment. Ou alors, c'est on va dans les dîners, c'est un notable. C'est encore cette culture du notable qui est connu pour ce qu'il peut apporter. Il est connu de son secteur, d'un cercle d'amis ou plus qu'amis, d'amis, et ça fonctionne comme ça, une étude. Là, c'est vrai que, changement de monde là, changement de paradigme, où est-ce que je suis ? Les gens vont pas venir à moi tout seul. Ça, je m'en suis rendu compte très vite. Ouais. Mais au début, c'est un peu le mur, hein. On y va, on se dit, non mais voilà, moi j'arrive, j'ai une expérience spécifique, les gens vont venir pour ça. Ils viennent pas pour ça. Il faut toujours montrer, expliquer, et en fait créer un nouveau réseau où tu mets à jour tout ton entourage sur ton changement de profession. Ok, c'est important de le faire, hein, les amis, parce que je sais que beaucoup ne le font pas, oublient de le faire. Ouais. Ça a été mon cas au début. Ah oui. Et j'ai vu passer des ventes de belles maisons, et je fais, mais attends, pourquoi tu pensais à moi ? Et tu me l'avais pas dit, je savais pas que tu faisais ça. Voilà, donc prévenez vos amis, prévenez votre famille. Oui, n'hésitez pas. Les gens peuvent retenir un truc, exactement. Ça en fait partie. Quand vous mettez à jour votre statut professionnel ou votre métier, il faut en parler à votre cercle premier, votre cercle proche. Et comment il le prend, ce cercle ? Enfin, ta famille, elle le prend comment ? C'est une très bonne question, ça. À ton avis, qu'est-ce qui se passe quand ma mère, je prendrai l'exemple de ma mère. Du coup, immigrée tunisienne, arrivée fraîchement en France dans les fin des années 80, qui donne naissance à son fils et qui, son fils fait un merveilleux bac+7, il devient notaire, il devient quelqu'un dans la société, on l'appelle maître, waouh, mon fils on l'appelle maître, et finalement il veut devenir agent immobilier comme les gars qu'on voit dans la rue avec leur costard rouge. Waouh, qui fait ça ? Voilà, je te donne ce qu'aurait, la pression sociale que j'aurais subie par ma mère. Mais toi, du coup, ils en ont pensé quoi, toi, tes parents ? On peut faire à peu près un copier-coller, okay. Parce que évidemment,
Alors, je n'avais pas de famille dans le milieu. Moi, je suis classe moyenne, on va dire, de façon, truc classique. Ouais. Ah oui, c'était ma réussite. Oui, c'était fier. C'était tout le monde était fier de cet accomplissement, de ce qui a été vu comme un accomplissement social, de statut. Eh bien, j'ai dit. Bon, ben tout ça, c'est fini, et je vais devenir agent IMO. La pilule passe un peu en travers de la gorge sur le moment. Après, on sait l'expliquer. Si ce sont vraiment des gens qui nous aiment, ils comprennent aussi qu'on a des choix à faire pour notre avenir et pour être totalement en phase avec ce qu'on veut. Et parce qu'on a des projets derrière, tout simplement. Parce qu'il y a des projets aussi. Oui, il y avait un but derrière. Et Voilà. Ok. Je veux que tu me racontes ces 6 premiers mois avec de la prospection, en expliquant que tu étais notaire et que tu es devenu agent, mais que tu vas être mieux pour les aider. Et que ouais. Alors je vais te résumer très vite mes 6 premiers mois de prospection, parce qu'il n'y en a pas eu. Je n'ai jamais prospecté, j'avais jamais fait tap-tap. Okay. Je me suis essayé à mettre 3 flyers, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ? Vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Okay. Donc en fait, j'ai dû adapter aussi. Je pouvais pas incarner quelque chose qui tranche et faire exactement ce qui était attendu de l'agent immobilier ou de l'agent commercial en immobilier. C'était impossible. Et en fait, c'est juste que ça ne me correspond pas. Je ne me retrouve pas. Je ne comprends pas. Moi, j'ai pas de sens quand je fais ça. D'accord ? Okay. Même si certains, c'est tout un enjeu pour eux de dire il faut prospecter, il faut avoir des routines, etc. Ça, je le vois, hein, je le comprends, hein, mais c'est une vision du travail qui n'est pas la mienne. Qu'est-ce que tu mets en place, toi ? Donc, plusieurs choses. Donc, vraiment, travailler le réseau initial, premier, que ce soit famille, amis, proches, le réseau professionnel. Moi, je parle plutôt de prescripteurs. Okay. J'aime pas apporteur d'affaires, j'aime pas ce mot. Prescripteur. Le prescripteur, pour moi, c'est un professionnel de confiance qui est dans le milieu, mais qui n'est pas agent par définition. Quoique, ça pourrait, si c'est d'une région où on n'a aucune concurrence sur le secteur. Par exemple, des avocats, typiquement des notaires qui disent moi j'ai un client qui est dans cette situation, il a besoin de vendre. On parle la même langue d'Orient, si c'est notaire ou si c'est avocat, un juriste, il dit là, je pense que tu es la bonne personne pour lui. En tout cas, j'ai pensé directement à toi, puisque sa situation fait qu'il y a quelques enjeux, toi tu vas très vite comprendre de quoi il s'agit, ou tout simplement, moi j'ai confiance, parce que, encore une fois, on parle le même langage. Okay. Et donc c'est activer ça, c'est prescripteur, et puis la dernière chose, donc ça c'est réseau physique, réseau personnel, et j'ai fait réseaux sociaux aussi. Ok. Et c'est pour ça que tu m'as découvert, je crois. Ok, oui, certainement. Alors, je sais pas à quelle période je t'ai découvert. Donc, j'ai pas tapé à ta porte pour vendre ta maison. Pas du tout. Bon, non. Alors, tu m'as trouvé sur LinkedIn, ou alors on a une relation commune, mais je suis pas certain. Non. Je pense que j'ai dû voir un de tes posts justement qui. Parler des courtiers peut-être. Parlons-en. Non, mais le poste parlait peut-être des courtiers. Non. En fait, moi, comment je t'ai découvert, j'en parlais à ton associé tout à l'heure, quand j'ai lancé ce podcast, il y a eu plusieurs sujets de qui est-ce que je vais inviter, pourquoi, quels invités, qui, comment. Et il y a une boîte, je sais pas si c'est une boîte ou une asso ou quelque chose, qui a fait la liste des 50 personnalités LinkedIn de l'immobilier. D'accord. Et donc j'ai vu passer ce truc-là. Et j'ai vu un post de toi, genre 3-4 jours après, disant alors comme ça, je ne suis pas invité. Je ne suis pas, qu'est-ce qu'il vous faut ? Écoutez, l'année prochaine, on va tout faire pour. Oui. Et c'est là que je t'ai découvert et que je t'ai suivi. Et j'ai fait attends, ce mec, il a un bon ton, il a une bonne niaque, c'est cool s'il veut atteindre cet objectif comme ça. C'est marrant que tu m'aies découvert par celui-ci. Alors, c'est peut-être par ce biais-là, ou peut-être que je te connaissais peut-être avant. Mais il t'a marqué, celui-là. Oui, il m'a marqué, parce que, effectivement, cette page-là où il y a les 50 personnalités me sert de prospection pour ce podcast. D'accord. Puisque, du coup, rien de plus simple, ils ont tout listé, c'était cool. J'ai une liste, du coup, de prospects pour ce podcast. Et toi, tu fais partie de ceux du coup, qui rôdaient autour de cette liste-là. D'accord. Rôdaient. Oh là, j'attendais que la proie tombe, je lui tombe dessus. Non, mais pour le coup, alors, j'ai l'exemple avec moi, donc je peux en parler, mais je me suis dit, mais pourquoi lui n'y est pas ?
pourquoi lui n'y est pas. Donc le travail, je sais pas si c'est à moitié algorithmique, à moitié des bots qui passent sur les profils, mais il y a des gens que je trouve très intéressants dans leur prise de parole qui ne sont pas mentionnés, et d'autres que j'ignorais totalement, alors que j'essaie d'avoir toujours un peu une veille sur le milieu. Je dis pas que ces personnes qui s'y retrouvent c'est peut-être alors pas la verticale que tu suis, ou peut-être... voilà, je sais pas, certains je les connais pas, donc je me suis dit, mince, comment ça se fait que ceux qui me paraissent avoir autant de choses intéressantes à dire, ou d'audience, juste en termes d'audience, parce que je crois que c'est ça qui est visualisé par le site dont tu parles, ils n'y étaient pas. Donc c'est juste pour te dire, peut-être élargis ton spectre autour de ce classement. Non, tu auras une base, c'est sûr, mais élargis-le. Il y a des gens qui sont hyper pertinents qui sont justement pas. Non, évidemment, ça a été élargi. Et donc, tu te mets sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu arrives à faire du business sur les réseaux sociaux grâce aux réseaux sociaux? Oui. Alors, j'aimerais que tu m'en parles parce que j'aimerais parce qu'on est là pour ça, et parce que je vais te le dire. En fait, moi, tout simplement, je ne convertis pas mes publications en business, en tout cas sur LinkedIn. Ouais, d'accord. Plus sur TikTok déjà, mais sur LinkedIn beaucoup moins. Donc peut-être que tu as un réseau qui matche mieux avec ce que tu délivres, ou les formats que tu crées. Certainement. Déjà, il faut aussi s'admettre, et c'est pas parce que c'est TikTok qui a une image peut-être plus jeune que LinkedIn qu'il faut s'en priver. Si ça fonctionne, il y a un moment... Mon analyse, et le fait que je sois allé sur TikTok, c'est que TikTok, c'est du 13-25 ans. Donc c'est les primo-accédants de demain. Oui. Donc celui qui se positionne sur TikTok aujourd'hui se positionne sur les primo-accédants de demain. Et du coup, pour un courtier, ça a totalement du sens, puisque évidemment, ils vont avoir besoin de conseils. Mais toi, sur LinkedIn, qu'est-ce que tu fais, et comment ça convertit? Alors moi, sur LinkedIn, le fait est que j'ai une communication qui est très plurale, parce que ma position, c'est pas... Alors, c'est bien parce que ça me permet aussi d'ouvrir la discussion. Agent immobilier, c'est une chose, mais en fait, mon agence, c'est plutôt, je la vois comme un laboratoire. Pourquoi? Parce que ma mission que je me suis donnée, je l'ai résumée en une phrase, c'est pacifier et optimiser la relation entre tous les acteurs de la transaction immobilière. Ok. Ça, c'est le résumé. Ça implique agents et notaires, évidemment, mais ça implique aussi les courtiers. Okay. Ça tombe bien pour toi. Oui, bien sûr. Parce que, à l'inverse de la vente entre deux particuliers, qui est le niveau zéro d'un projet correctement mené, une équipe complète avec un agent qui arrive au début, qui sait très bien de quoi il parle, qui dit à ses clients, ça va se passer comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et je gère. Et puis je vais gérer aussi le financement de votre acquéreur potentiel avec un courtier, dont c'est le métier, et puis ensuite nous allons gérer toute la relation avec un notaire. Mais là, l'accompagnement, il est complet. Et en fait, c'est trois professionnels qui sont amenés à travailler au quotidien ensemble. On est d'accord? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils parlent la même langue? Alors, dans l'absolu, non, pas du tout. Non, si personne fait d'effort, non. Voilà. C'est des partenaires du quotidien qui ne parlent pas la même langue. Donc, au moins, ça crée des difficultés de communication. Ces difficultés de communication tombent toujours sur les clients. C'est toujours les clients qui disent mais je comprends pas pourquoi mon courtier tient un discours un peu différent de mon agent, le notaire a tenu un discours encore différent, il n'y a pas de relation tripartite. Là, ce que je dis, c'est il faut, et c'est indispensable, surtout quand on a un marché qui se rétracte comme aujourd'hui, de faire la différence. L'agent, qui est souvent la porte d'entrée, et c'est pas un mauvais jeu de mots, il doit être cette porte d'entrée sur le courtier, il doit être cette porte d'entrée sur le notaire, et avec des boucles de rétroaction, le notaire doit donner toujours des feedbacks à l'agent, au courtier, le courtier au notaire, le courtier à l'agent. Tu penses que c'est l'agent qui est pivot? Mais, le vendeur, si on part vendeur, alors toi tu peux t'orienter, c'est vrai que toi ton angle de vue c'est partir de l'acquéreur. Oui. Moi je suis plutôt partir du vendeur, et tout en englobant l'acquéreur. Parce que un acquéreur qu'on soigne et duquel on s'occupe de façon idéale, c'est un vendeur sécurisé. Bien sûr. Donc moi, amen. Voilà, à partir du moment où j'ai un acquéreur, c'est lui qui doit être rassuré, c'est lui qui découvre le bien. Le vendeur, lui, il transmet un bien.
Donc, il a une obligation d'information, mais l'acquéreur, par contre, tout ce qu'il a absorbé comme info, que ce soit sur le parcours, surtout chez les primo-accédants, comme sur le bien. Donc, c'est lui qui a besoin d'être dans une bulle, là, dans un cocon. Et donc, c'est pas mal d'être plus d'un, et même 3, pour l'accompagner. Tu vois. Ok, oui, bien sûr. Bon, mais voilà pourquoi. Moi, de base, donc, porte d'entrée du projet, c'est le vendeur, parce que c'est lui qui a le bien. Bien sûr. Si tu fais si tu prends une bonne direction avec le vendeur, que tu as bien audité le bien et tous les enjeux, et bien derrière, tu peux mieux transmettre les informations à l'acquéreur. En fait, c'est même indispensable. Si tu veux transmettre des informations fiables à un acquéreur, il faut que tu aies bien audité. Je dis audit, ça fait un gros mot, mais en fait, c'est ce que je fais. Même si le client ne s'en rend pas compte, mais c'est un audit du bien et de sa situation par rapport à ce bien. Et donc ensuite, pour transmettre correctement à l'acquéreur toutes ces infos. Et lui, il est soutenu par un courtier et le notaire qui vient mettre tout ça en musique. Donc ça, c'est ma grande mission. Donc je reviens, on était sur LinkedIn, ma communication. Donc ma communication, elle a plusieurs niveaux. Elle est... Finalement, mon agence, j'en parle peu. Tu regardes, je ne parle pas, ou quasiment pas, de ce que je fais dans mon agence à Bordeaux. Parce que ça, c'est mon laboratoire. Par définition, le laboratoire, c'est derrière la cuisine. On voit pas trop ce qui se passe. Moi, c'est mon travail de terrain. Et ça me permet, par contre, de nourrir cette posture, de dire, j'ai été notaire, c'est bien, maintenant je suis agent IMO, et je fais le pont. Je vois quelles sont les contraintes et il y a des avantages, des inconvénients, des contraintes dans chacun des deux métiers. Et là, en me mettant à la place de ceux qui étaient avant des personnes qui m'envoyaient des dossiers en tant que notaire, là maintenant, je comprends pourquoi ils avaient certains schémas et je les vis. Et ça me permet aussi de mieux communiquer pour dire, voilà ce qui va d'un côté, voilà ce qui va de l'autre, voilà ce qui ne va pas de ce côté, voilà ce qui ne va pas de celui-ci. Essayons de faire des connexions. En tout cas, j'invite à faire des connexions. Donc ça, c'est ma mission, plus d'un point de vue élevé, entre guillemets. Et c'est plutôt ça que j'incarne sur LinkedIn, en fait. Et en incarnant ça, moi, j'ai plusieurs cibles, j'ai plusieurs avatars quand je communique. Je communique aussi bien auprès des agents immobiliers que des clients, potentiels vendeurs, potentiels acquéreurs, les notaires, les clercs de notaire, les courtiers. Je parle aussi aux diagnostiqueurs. Tu vois, en fait, j'ai même pas une communication ciblée. Et malgré ça, effectivement, il y a des gens qui arrivent et qui me disent oui, moi j'ai un appart à vendre, moi j'ai une maison à vendre, est-ce que tu peux t'en occuper? Et j'ai vu, je te suis, ça tranche avec ce que j'entends, ça me paraît... pour moi, tu sais de quoi tu parles, quoi. Tu vois, et donc ça transforme sans dire je vais vous permettre de vendre comme ça. C'est plus les gens se créent une image globale de ce que j'apporte. Je vais te demander d'être super concis sur ta réponse. Et du coup, elle va être en 2 points, puisque tu as vécu les deux univers. C'est quoi qui marche pas aujourd'hui chez les notaires? Et qu'est-ce qui manque aux agents immobiliers? Tu m'as demandé de la concision, c'est foutu là. Je sais que du coup c'est ton mojo là en ce moment d'essayer de lier un peu ces deux-là, et j'espère. Alors j'imagine. En ce moment et pour longtemps. Et j'imagine de préparer un peu les agents IMO justement et peut-être les former à être plus efficaces face aux notaires. Pourquoi on a cette image un peu lente, chiante des notaires qui on a l'impression que ça répond pas vite, qu'ils sont surchargés, qui peut-être ne savent pas dire non aux affaires. Ça peut arriver. Alors, je vais essayer d'être concis, puisque c'est la consigne, au risque d'être un peu on veut de la punchline tronqué dans ma réponse. Oh non, il n'y aura pas de punch là. C'est un cumul de raisons. Première chose, alors, le notaire n'a pas la culture du service client, parce qu'on ne nous apprend pas ça. Première chose. Deuxième chose, on n'a pas la culture de management et d'efficacité organisationnelle de nos études. Je dis de nos études. De leurs études, les notaires n'apprennent pas à être chef d'entreprise. Donc ça fait déjà 2 problématiques pour quelqu'un qui apporte un service client. Il n'y a pas cette culture du service client. Donc déjà, ça répond à pas mal de questions. Plus, quand les périodes sont fastes, une surcharge de travail, qui est un peu systémique, et malheureusement quand la charge de travail diminue, c'est le nombre d'employés qui diminue aussi. Donc quand je dis que c'est un système organisé, de fait, et je ne sais que difficilement l'expliquer, de fait il y a toujours
trop de dossiers par employé, globalement. Okay. Oui. Donc, ce qui diminue les temps de réponse. Sur le notariat, je dirais que c'est ça, globalement. Ok, pour faire concis. Côté agent, IMO, à mon sens, et c'est pas pour rien que j'ai introduit ça tout à l'heure en disant, moi, quand j'ai demandé ma carte, mon diplôme a été considéré comme suffisant. On ne s'est pas assuré de ma compétence, de mes qualités, et notamment, moi, mon cheval de bataille en tant que juriste, j'ai peut-être une déformation, c'est que pour moi, les agents immobiliers, globalement, ont des lacunes dans la partie juridique. Okay. Autant ils savent faire du commerce, autant ils savent beaucoup mieux souvent apporter un service client, et donc ce que n'a pas le notaire, l'agent là, mais il n'a pas... voilà, ce sont des vases communicants. Donc, à minima, travaillez ensemble, parce que vous êtes complémentaires. Okay. À minima, ça. Ou alors, chacun apprend un peu plus de l'autre. Le notaire, un peu plus de culture service client, et les agents, un peu plus de culture juridique. Parce que, malgré tout, et je pense que c'est quand même une base qu'il faut, puisque l'agent, c'est celui qui envoie le dossier, là on va parler dossier, au notaire. S'il est bien monté, s'il est bien fait, son dossier, le notaire n'a plus qu'à le prendre et c'est du petit lait. Tandis que si il y a des choses à revoir de façon trop systématique, ben là, la perte de temps se fait à ce moment-là aussi. Donc c'est le passage du témoin, cette course de relais. On peut visualiser, si tu veux une punchline ou même une visualisation, on peut visualiser la transaction immobilière comme une course de relais. Tu vois, chacun a sa part à courir, et le témoin doit être passé de la façon optimale pour que ça roule. Bien sûr. Et si le témoin est lâché, ou s'il est lâché trop tôt ou trop tard, ça cafouille à un endroit. Ok. Et de ce constat-là, est-ce que c'est là que tu crées ADN ? Alors ADN, il est venu d'autre chose. ADN, il est venu quand j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux. J'ai été rejoint d'abord par Mélissa Amorim, qui est comme moi, ancien notaire salarié, devenu agent immobilier. Bonjour Mélissa. Bonjour Mélissa, on la salue. On a le droit de lui faire un coucou. Ah oui, on a le droit de la saluer. On fait un coucou à Mélissa là. Voilà. Et elle est en région parisienne, à côté de Roissy-Charles de Gaulle. Et elle est venue me voir, me dire, mais en fait, nous avons le même vécu. Nous avons fait la même chose, partant des mêmes constats. Et donc là, on a commencé officieusement à travailler ensemble, à partager nos bonnes pratiques et au contraire ce qui se convient moins. Et là, on s'est dit, mais il faut que nous rassemblions autour d'une même bannière tous ceux qui ont notre parcours. Parce qu'on a des problématiques communes, parce que nous avons vraiment des questions récurrentes. Et encore une fois, nous avons une base culturelle commune, mais qui peut, sur certains points, nous desservir dans le métier de la transaction immobilière. Donc, voilà, ensemble, on est plus fort. C'est le constat. Et ensuite, continuant donc ça, voilà, là c'était la base, en fait, la graine du réseau ADN. C'est ça, déjà. Hein, réseau ADN, c'est doublement... ça a deux sens. ADN, c'est qu'on a le notariat dans notre ADN. Et en plus, ça veut dire agent immobilier diplômé notaire. Voilà. Donc c'est un acronyme, en fait. Et donc là, on avait posé les bases. Et c'est venu, en fait, maintenant, dans tout mon discours, c'est valoriser ça, le réseau ADN. Au niveau national, ce que nous voulons, c'est avoir partout sur le territoire, alors on n'a pas besoin d'être des milliers, hein, et de toute façon, ce profil n'existe pas par milliers, d'avoir des anciens du notariat qui ont vraiment cette appétence pour faire de la transaction immobilière. Et au gré de mes communications sur les réseaux, finalement, nous avons été rejoints en plus par Vincent, qui lui est un ancien premier clerc de notaire, qui a développé une méthode de travail justement, comme par hasard, qui était tripartite, agent, notaire, courtier, et c'est ce que nous incarnons aujourd'hui. Et donc on s'est bien trouvés tous les trois. Troisième associé qui est là parmi nous, on lui fait un coucou, il est avec nous dans la pièce. Si vous nous voyez jeter des coups d'œil, c'est vers lui. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, parce que les amis, maintenant, le podcast est dispo sur YouTube depuis 3 épisodes. Donc coucou à ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc le réseau ADN qui se développe. Comment est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ADN? Alors ADN,
C'est polymorphe ADN. C'est un réseau de mandataires ? Non. Déjà, Ok. oui, on peut dire ce que ça n'est pas. Ok. Déjà, ça n'est pas un réseau de mandataires. Ok. Nous pouvons le qualifier de deux manières. C'est un label, Ok. si on veut, un label d'agents immobiliers indépendants, donc tous porteurs de la carte T, parce que nous considérons que ces anciens du notariat, ils ont accès à la carte T. Donc, pourquoi s'en priver? Pourquoi faire de la délégation de cartes quand on peut avoir des personnes qui ont la pleine et entière responsabilité de leur travail? Nous considérons que ce sont des gens suffisamment compétents pour être agent immobilier en tant que tel, déjà. Et en fait, tout ce que nous faisons, c'est transmettre cette méthode de travail tout en se basant sur ces connaissances que nous avons en commun. Ces connaissances juridiques et notariales. Et donc, en fait, c'est polymorphe parce qu'il y a tout un aspect, donc ces anciens notaires ou diplômés notaires ou anciens clercs de notaire expérimentés qui deviennent transactionnaires, agents IMO. Il y a tous ces notaires qui aussi intègrent au sein de leur travail et au sein de leur office notarial la méthode ADN, ce que nous avons fait évoluer de la méthode inventée par Vincent, justement, dont je parlais juste avant. Et ensuite, c'est le développement. Et là, c'est des choses qui sont plus sur le long terme, et c'est des lames de fond. Rassembler des acteurs qui sont dans la tech, notamment, pour mettre en place et développer des outils numériques, parce que maintenant, tout passe par numérique, qui mettent en place des standards communs pour que les agents, les notaires et les courtiers travaillent justement sur quelque chose de fluide, intégré et vraiment avec des standards communs c'est en production travail. Ça? C'est déjà quelque chose qui est disponible? Non, pas disponible, c'est en production. Ok. Voilà, on travaille dessus. Il faut agglomérer pas mal parce que tu as bien compris, hein, on travaille sur 3 professions. Ok, oui, bien sûr, non, mais c'est intéressant du coup. Il faut faire bouger tous ces gens-là, mais c'est passionnant. Et les enjeux sont tellement grands, et puis vraiment cette vision d'une transaction où tout le monde fonctionne ensemble d'une seule voix, c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que nous nous battons et que nous travaillons. Tu disais tous ces gens, ça représente beaucoup de gens, des diplômés notaires qui deviennent agents? Non. Ça, c'est une espèce rare. Oui. Ça, c'est une espèce rare. Alors, on voit d'apparition, peut-être, plus qu'on voit de disparition. Mais évidemment, comme tu l'as dit, il y a tellement de pression sociale de façon générale que même la personne se met elle-même. Quitter le notariat pour devenir... pour devenir autre chose, déjà, peu de gens le quittent avec facilité. Et dans ce qu'ils quittent, il y en a beaucoup qui vont dans le salariat, dans les banques, chez les mandataires judiciaires. Le panel est très large. Donc, sur, déjà, un premier échantillon qui est peu large de personnes qui quittent le notariat de façon définitive. Ceux qui se dirigent vers la transaction immobilière et qui veulent exercer en nom propre, et tu vois que l'échantillon il s'est réduit. Et parmi ceux-là, il y en a certains qui veulent juste exercer en leur nom, avec le nom de leur agence qui porte leur nom, et au local, et puis que ça leur va très bien comme ça, et ne veulent pas se rassembler sous une bannière commune. Donc, et encore une fois, ça s'est réduit. Donc, nous sommes assez peu, et d'ailleurs, ça a été tout un enjeu, parce que comment rassembler, comment fédérer autour de ça. Et donc finalement notre business model est pour partie encore en développement, dans la mesure où nous avons testé plusieurs choses. Tous ceux qui lancent une entreprise qui sort un peu des sentiers battus, je pense, l'ont vécu. C'est dire, mais quel est le bon axe? Donc là, l'axe, on a tendance à commencer à le trouver. C'est quoi le gros du chiffre aujourd'hui? Le gros du chiffre. Le chiffre d'affaires de ADN. Là, quelle activité? Ce sont les agences. Ok. Ouais, ce sont les agences. Ok. Ouais. Et ensuite, nous allons vers la prise de participation dans des partenaires, justement, dont je t'ai parlé, qui développent des outils, et puis les agences, des agents diplômés notaires qui nous rejoignent. Ok. Voilà. Je savais que de ton cas, tu avais communiqué dessus, mais je savais pas que c'était une tendance, qu'il y avait peut-être
T'es diplômé notaire qui devenait agent immobilier, ça devenait un truc normal. Non, tu peux pas parler de tendance. Bien sûr. Puisque c'est vraiment un mouvement. Bien sûr, mais que toi tu aies créé une boîte autour de ça de fédérer tous ces gens-là, c'est que tu sens que y a quelque chose. Oui. Okay. Nous sentons qu'il y a quelque chose. Surtout que je te le disais tout à l'heure, tu vois, j'ai introduit les choses et là je récupère. On va à la pêche à des choses qui ont été posées. C'est que le notariat a tendance là à licencier. De fait, puisque l'immobilier décroît ou a décru. Et donc, il y a des gens qui se retrouvent et se disent qu'est-ce que je fais maintenant ? Et donc, ils pensent à des reconversions auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé initialement. Ok. Et j'aimerais qu'on parle de la méthode. La méthode de Vincent, est-ce que, sans évidemment dévoiler la sauce magique, c'est quoi Alors, je pense avoir compris, mais j'imagine que c'est partir du postulat que on est plusieurs acteurs et qu'il faut que ces acteurs travaillent ensemble. Déjà, première chose, donc avec des process communs. C'est une première chose. Je ne rentrerai pas effectivement dans le détail, mais s'il y a une chose que tu peux retenir, c'est l'anticipation. À tous les niveaux. Quand on anticipe, qu'on prépare des choses en amont, que souvent on délaisse a posteriori, ou une fois devant le fait accompli, on s'ouvre un champ des possibles qui dépasse presque l'entendement classique de ce que nous apprenons dans notre schéma de travail habituel. Alors je vais être un peu provocateur dans ma prochaine question. Mais là, j'imagine qu'il y a des agents IMO qui nous écoutent, des agents IMO dont certains notaires ont du mal à leur répondre, puisqu'ils sont sous une charge de travail. Est-ce que tu penses que cet agent IMO devrait avoir le réflexe, dès la signature du mandat, avec son vendeur, de déjà contacter son notaire et lui dire « Voilà le mandat que je suis en train de signer, voici la maison, voici les actes, voici les documents dont je dispose, je mets en vente, là le mandat est en mandat exclusif. » Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour ça chez les notaires aujourd'hui ? Alors, est-ce qu'il y a de la place ? Difficilement, dans la mesure où les notaires souffrent. De base, nous l'avons dit, c'est ton constat d'ailleurs, et j'y adhère plutôt, de dire qu'actuellement, le notaire, s'il n'a pas un dossier ficelé, en tout cas au moins un vendeur et un acquéreur en face, et qu'on lui demande, il faut lancer la rédaction d'une promesse de vente ou d'un compromis de vente, ça dépend les régions, ou la vente si le compromis a été signé en agence, il y en a qui ne vont pas bouger, ils vont vous dire, mais attendez, si vous ne m'avez pas amené un vendeur, un acquéreur, c'est-à-dire une vente parfaite, moi je ne commence pas à bouger. Donc déjà, il faut passer ce cap-là. Ensuite, pour te répondre, il faut voir aussi qu'il y a certaines études notariales qui ont un service négociation, c'est-à-dire une sorte d'agence immobilière intégrée. Mais c'est autorisé par le notariat. Enfin, d'ailleurs, historiquement, c'était les notaires qui faisaient les transactions. Le métier d'agent immobilier n'existait pas, bien avant. D'ailleurs, petit aparté, moi je considère que désormais, les notaires ne devraient plus faire de transactions et laisser cela aux agents immobiliers, et au contraire, travailler par contre main dans la main pour que le passage de témoins se fasse bien, que tout s'emboîte parfaitement. Petit aparté. J'en avais parlé sur LinkedIn, ça avait bien fait parler. Bon. Donc déjà, il faut passer ces étapes-là. Oui, et pourquoi je parlais de service transaction ? Parce que par définition, il y a bien des notaires qui admettent de travailler sur un dossier, un projet client dès le début, puisque certains prennent des mandats. Donc, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas un schéma qui soit actionnable et qu'on puisse suivre ce chemin-là. Ça implique aussi, ça implique un travail main dans la main, où l'agent arrive paume ouverte, voilà ce que j'ai, voilà ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut commencer à travailler ensemble, et que le notaire l'accueille aussi à bras ouverts, dire ok, on peut commencer à bosser ensemble, dans l'intérêt de notre client commun. Parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est le même client, c'est un client commun. Bien sûr. Il n'y a aucune raison pour ne pas se permettre de travailler ensemble le plus tôt possible. Mais c'est de l'anticipation, encore une fois. Et les résultats ? Les résultats sur ce qu'on peut faire ? Alors, je vais te donner un exemple de ce que j'ai fait. C'était en 2023, du coup. Est-ce que tu as déjà entendu parler, je vais te poser une question, est-ce que tu as déjà entendu parler d'une vente qui se fait en moins d'un mois entre la découverte du bien, la première visite par l'acquéreur,
et le moment où il devient propriétaire. Non, car je travaille dans des villes où il y a un droit de préemption de la mairie, et je n'ai pas de contact chez les urbanistes de cette mairie qui pourrait répondre non, ce bien ne nous intéresse pas. Voilà. Donc non, ça ne m'est jamais arrivé. En tout cas, là, dans l'environnement où je travaille, donc en 92. Il y a des gens qui t'en auraient parlé. Oui. Bah, j'imagine toi, tu vas m'en parler, tu vas me dire que c'est possible. Oui, c'est possible, puisque en fait, encore une fois, alors c'est très bien que tu parles de droit de préemption parce que ça fait souvent partie des délais considérés comme incompressibles dans la transaction. Mais encore faut-il qu'il y ait un droit de préemption à purger. Il y a des communes qui ont institué un droit de préemption urbain, et pourtant il existe des exceptions dans lesquelles, même s'il est institué, il ne s'applique pas. Notamment sur les appartements dans des résidences de plus de 10 ans. Ça, il faut le savoir. Sauf à ce qu'il y a un droit de préemption urbain renforcé. Bon, je passe la parenthèse juridique, mais c'est pour, tu vois, là, tu as une preuve en direct qu'une vision juridique d'un projet client peut ouvrir les possibilités où une personne qui n'aurait pas cette vision-là se dirait bah, de toute façon, j'ai entendu dire, ou je sais qu'il y a 2 mois incompressibles. Et parfois, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, j'ai fait une vente comme ça en 2023 où l'acquéreur découvre l'appartement. C'était le 30 janvier 2023 et on avait signé le 25 février. Voilà, parce que... L'acte authentique. L'acte authentique. Ouais, mais est-ce qu'il y a eu une promesse ? Non, même pas. Voilà. Parce que, par exemple, encore une fois, le schéma classique, c'est de faire une promesse, etc. Mais est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce qu'elle est absolument nécessaire ? La plupart du temps, elle vient sécuriser une situation, etc. Mais quand elle ne viendrait qu'être un élément, un passage obligé, mais on ne sait même pas pourquoi, là, moi, je te dis, non, là, c'était pas un passage obligé, on pouvait faire exception. Donc, quand on arrive à... Alors là, c'est le courtier qui parle, mais dans le cadre où il y a besoin d'un financement ? Voilà, là, il n'y avait pas besoin de financement. C'est une exception, effectivement, et c'est bien que tu le soulèves. Mais quand il y a un financement, il y a besoin d'une promesse ? Oui, c'est mieux. C'est mieux parce que la banque, c'est une habitude pratique. La banque n'instruit pas de... Moi, elle ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de promesse. Elle n'instruit pas un dossier sans promesse. Donc, sauf, on pourrait faire entendre raison à une banque de travailler dans d'autres conditions. Mais il y a un moment, se battre contre ce système-là, c'est pas nécessairement une bonne idée. Donc des miracles. En tant que résultat, en tout cas pour le commun des mortels, quand on voit les délais qu'on a aujourd'hui. Oui, en fait, c'est pas une fatalité. Et au contraire, je vais négocier des ventes longues parce que c'est pas parce qu'on peut faire vite que c'est une nécessité absolue. Si les clients ont besoin de temps pour déménager ou de prévoir justement leur prochaine acquisition, là on affine aussi en fonction de ce qu'on peut faire. Parce que quand on a le panel complet des possibilités que l'on maîtrise, on choisit et on offre au client la meilleure solution. Et je dis bien au client avec un X parce que c'est vendeur et acquéreur. Il faut trouver le bon acquéreur pour le bon projet et ça peut rouler un peu. Voilà. Et en fait, cette relation, elle est fluide, elle est très agréable en plus pour tout le monde. Nickel. Merci pour toute cette valeur. Est-ce que y a des questions que je t'ai pas posées sur ADN, passé, présent, futur ? Est-ce qu'il y a des choses bientôt auxquelles on pourrait penser ? Oui. Non, tu peux parler, hein, évidemment. Oui. Je vais partir de toi en tant que courtier. Oui. Qu'est-ce que tu penses et comment tu pratiques les pré-relais depuis début 2022? Écoute, ou précisément début 2022. Je vais même aller plus loin, puisque tu connais l'expression le cordonnier le plus mal chaussé. Écoute, je pense que je suis celui qui représente le plus cette expression aujourd'hui. Alors, je suis pas concerné directement. Je suis un peu je suis caution solidaire, donc du coup, je suis un peu concerné quand même. Ma femme travaille pour un grand groupe bancaire, donc
même moi en tant que courtier, je pouvais pas obtenir les taux canon qu'elle avait en collaborateur. Oui, Donc voilà. on est passé du coup par cette banque-là via un prêt relais. Mhm. Et donc du coup on a acheté sans avoir vendu l'appartement qu'elle avait avant. C'est donc le principe du prêt relais. Voilà. C'est le Ça sert à principe ça. du Voilà. prêt relais. Et nous n'arrivons pas à vendre ce bien dont nous avons déjà baissé le prix plusieurs fois. Ok. Et c'est source de stress. Et moi-même étant dans le métier, les prêts relais et on va dire tout le mécanisme est ultra compliqué à comprendre déjà pour un courtier. Alors pour le commun des mortels, je ne sais même pas comment ils font pour vendre ça sans que le client soit en panique totale. Donc voilà ma réponse sur le prêt relais aujourd'hui depuis 2022. Qu'est-ce qui explique pour toi le fait que tu ne sois pas parvenu à le vendre là c'était quoi l'origine? Qu'est-ce qui à l'origine pourrait l'expliquer? Qu'est-ce qui à l'origine pourrait l'expliquer? C'est qu'il a été mal pricé. Et que en fait le bien, on s'est basé sur une vente d'un voisin. Là pour le coup ça fait vraiment le... Oui mais on m'a dit que ça se vendait là. Là, c'est vraiment un voisin qui, du coup, on a vraiment le contact et l'info du prix de vente sur lequel lui l'a vendu. Avec l'état de son bien, puisque vous le connaissez. Avec l'état de son bien qu'on connaissait, et on a exactement le même appartement, donc on l'a mis en vente sur ce prix-là. 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, où l'explosion des taux est arrivée, voilà. Et que on aurait dû, à ce moment-là, baisser le prix, faire un léger effort sur le prix, on l'aurait vendu. Qu'on n'a pas fait évidemment parce que on n'imaginait pas la catastrophe. Et la courbe des prix, elle a fait que baisser du coup. Et la courbe est descendue plus bas que nous ce qu'on proposait comme prix. C'est ça. Donc, merci d'avoir introduit ce projet sur lequel on travaille, qui est plus qu'un projet. Là, c'est un service pour sortir les gens de ces pré-relais, parce que tu l'as dit. Les personnes qui ont eu la malchance de souscrire un pré-relais quand on se basait encore pour l'estimation des biens sur une courbe de prix ascendante, ceux qui ont eu le malheur de souscrire un pré-relais juste avant que la courbe s'inverse et fasse un petit pont vers le bas, mais ils se retrouvent avec des biens survalorisés sur lesquels la banque a prêté 70% en moyenne, et voilà, des prix qui baissent. Une obligation de remboursement dans les 24 mois max. Et quand on commence à arriver au bout, la pression commence à monter. Et donc, justement, grâce à nos relations de travail avec les notaires, les courtiers, et nous en tant qu'agents pivots, eh bien, on développe et on a bien avancé sur le développement d'un service qui permet d'offrir une fin un peu plus heureuse à un destin qui était un petit peu qui était compromis. On va en parler du coup en antenne après du coup, parce que nous là on est en train de chercher un financement du coup pour faire acheter ce relais et le transformer en amortissable et le mettre en location du coup et mettre l'appartement en location puisqu'il est rentable en location. Mais l'objectif était de le vendre pour un autre projet locatif, donc j'ai hâte d'en parler avec vous juste après, les amis. Donc donc il y a un service. Est-ce que vous seriez ok pour revenir en parler quand ça sortira? Oui, avec plaisir, parce que je pense que c'est tout indiqué sur un podcast qui porte le nom 35%. Ok, nickel. J'aimerais, alors ça fait déjà 1h10 les amis qu'on discute, avant de conclure, parler un peu de ta stratégie sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a pas mal qui essaient de se lancer, qui ne savent pas trop comment un peu se lancer sur les réseaux sociaux, et je trouve que tu l'as fait brillamment, one shot et très rapidement. Est-ce que toi tu peux nous donner un peu tes méthodes? Est-ce que tu mets en place une routine? Est-ce que tu programmes, évidemment sans rentrer dans les secrets, mais est-ce que... C'est marrant que tu parles de ça, parce que c'était pas prévu. Ah, pas du tout. Non, mais ça tombe que là, j'ai enfin compilé toute ma méthode et toute ma formule, parce que je suis, comme je disais, une fois j'avais fait un post, j'ai dit, mais j'ai un bac plus 8 en droit, les gars, pas en community management. Oui. Les gens viennent presque plus me consulter sur ma méthode de communication sur le réseau que sur mon expertise, qui est ma passion. Et ça... Après, je pense que c'est lié. Je pense que la sauce magique, c'est apporter de la valeur aux gens.
Oui, hein, ça c'est un indispensable. Voilà, mais donc du coup, ta valeur à toi de ce que tu apportes comme information en tant que notaire diplômé et agent immobilier expérimenté, agent immobilier avec cette vision du notariat, fait que on est tous comme des oufs à essayer de... Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même quelques secrets. Oui, bien sûr. Sur les accroches, sur comment énerver les gens, sur comment... moi, j'énerve les gens. Je pense que tu énerves les gens. J'en parlais avec Jérémy Banon, du coup, où justement cette accroche... J'énerve Jérémy. Non, pas du tout. On parlait des accroches, justement, qui créaient de l'engagement et qui faisaient en sorte, en fait, que ça irritait tellement que les gens ne pouvaient s'empêcher de réagir et de commenter. De lire d'abord. Exactement. Puis de réagir. Ouais. Bien sûr. Non, mais en fait, pour pas rentrer. Donc, ceux que ça intéresse, je fais ma pub très perso parce que voilà, je fais de la formation aussi, mais de façon pour les agents, pour les, très bien, on les ça en aspects lien, juridiques, mais aussi donc maintenant sur LinkedIn parce que j'ai reçu tellement de demandes. Et je fais, mais attends, je vais pas prendre du temps à chaque fois pour expliquer mes trucs. Puis à un moment, ça coûte combien 250 €. Ok, tu ferais un petit code promo pour les auditeurs de 35%. Mais il est déjà dedans. Ok. Bon, allez. Alors je pourrais le faire. 10%. Je pourrais le faire perdurer. Ok. Alors que c'est une offre de lancement. On mettra à 50%, on me dit de l'autre côté. Waouh. Qui dit mieux 50 €, ok. Waouh. J'espère que vous êtes sur YouTube pour voir la réaction. Ah ouais, non. On mettra un code promo, les amis. Donc dans les notes du podcast ou dans les notes de la vidéo YouTube, vous verrez du coup la réduction. Oui, parce que en fait, mais j'ai fait l'enregistrer il y a 3 jours. Hein. Ok, et bah génial. Donc, c'est quoi cette vidéo ? C'est quoi ? C'est vidéo, support. Je fais faire des exercices. Tu finis la formation, globalement, exercice compris, tu mets 3 à 4 heures, parce qu'il y a 2h30 de vidéo en gros, et je demande de faire des pauses, de faire tes exercices. Tu finis 3 à 4 heures plus tard, tu sais quoi publier, comment. Donc il y a de l'entraînement aussi. Peu importe le sujet ? Ouais, parce qu'en fait, j'ai voulu la faire... c'est prendre la parole quand tu as une expertise sur un sujet, même si elle n'est pas sexy, parce que de base, en quoi c'est sexy ou encourageant de parler des aspects notariaux de l'immobilier. Ok. Donc voilà. Non, effectivement, effectivement, si tu arrives, tout. Ok. C'est ça. Je me dis, est-ce que tu sois expert comptable, avocat, LinkedIn expert. LinkedIn expert. Devenir expert en LinkedIn, c'est LinkedIn pour les experts. Ok. De leur thématique. Très bien. Voilà. Bon, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais vu que je m'ai lancé, mais effectivement, il y a des. En fait, j'ai mis en place des routines. Enfin, j'ai publié un post par jour pendant 365 jours. Okay. Donc j'ai mis en œuvre la maxime c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Okay. J'ai fait évidemment tu te renseignes, je vais même acheter des formations moi-même, etc. Okay. Et donc en fait c'est une compilation de tout ça plus une mise en pratique concrète et avec des résultats. Je me suis dit, à force d'avoir des demandes, je me suis dit allez, j'y vais, je fais un truc. Et puis c'est pour ça parce que ça m'amuse aussi. Ok. Tu délivres beaucoup de contenu. Oui. Mais c'est quoi toi le contenu que tu consommes ? Il est très divers et il varie d'ailleurs dans le temps. Il y a un moment j'étais très podcast, j'ai un peu ralenti, mais sinon beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, sur... T'as des références qu'on mettrait en... des livres qui t'ont marqué moi la règle du 10 fois, je l'adore, de Grant Cardone. 10 Time Rules de Grant Cardone. Ouais. Le 80-20 de je ne sais plus comment, la règle du 80-20. De Monsieur Pareto, non ? C'est la loi de Pareto, mais il l'utilise. Mais voilà, c'est la règle du 80-20, je crois. Incroyable, je l'adore celui-ci. Sun Tzu sur la stratégie. Ok. Enfin, l'art de la guerre de Sun Tzu. Mais alors plus lié immobilier ou notariat, est-ce que tu as un petit... Alors, notariat, il y a la méthode ADN qui est devenu maintenant la méthode ADN. À la base, c'est la méthode Guépard. Okay. Et ça, c'est un livre qui fait 500 pages A4 qui a été écrit par le monsieur qui est juste là. Ok. La méthode Guépard. Ok. Ouais. Ça, par contre, c'est l'essence de ce qu'un acquéreur doit savoir pour se lancer dans une acquisition et pour tout comprendre, tout ce qui se passe. Mais sinon, quand tu veux faire du notariat, c'est du droit, c'est des manuels juridiques. Non, alors pas des gens qui s'intéressent. Dis-toi que l'audience, c'est des agents IMO, des courtiers, des investisseurs. Mais la méthode Guépard, alors.
Mais c'est pas édité, là il faudra m'écrire en direct. Ok. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas, c'est exactement pour ça qu'il l'a écrit. Ok. Et c'est pour ça aussi que via ma communication, je distille toujours des éléments, pourquoi le notaire fonctionne comme ça, pourquoi cette relation entre agent et notaire, parfois on ne comprend pas ses tenants et ses aboutissants. Voilà pourquoi j'ai cette communication. Pacifier et optimiser les relations entre les acteurs de la transaction. Alors sur LinkedIn, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu suis, que tu aimes bien? Sur LinkedIn, j'aime beaucoup Guillaume Simonin, mais qui est connu de surconnu. J'ai cette fierté, celui qui a fait les feuilles volantes. Ok. Voilà. J'ai cette fierté de l'avoir rencontré avant qu'il soit sur LinkedIn. On travaillait dans le même endroit à Bordeaux. Donc c'est assez marrant. Et quand je l'ai vu, je fais « Oh, c'est Guillaume !» Et donc mais d'ailleurs, celle sur les frais d'actes notariés, nous l'avons faite ensemble. Donc, j'aime beaucoup ce que fait Guillaume. Je suis allé le voir. Je lui ai dit « C'est génial !» Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous à son profil. C'est vraiment génial. Après... je suis de façon assez large une veille. Et en fait, j'ai difficilement une personne en particulier. Sur ça, c'est comme je me nourris de pas mal. Donc, je préfère pas recommander Guillaume parce que c'est pour le clin d'œil et puisque vraiment c'est d'une qualité incroyable. C'est lui qui a lancé le concept des infographies sur LinkedIn et qui a été repris. C'est plutôt bien de reprendre ça parce que ça clarifie les choses. Mais il a un talent particulier. Voilà, je me contenterai de cette dédicace. Ok. C'est toujours une question de timing de process en fait par rapport au courtier, selon à quel moment il arrive. S'il arrive en catastrophe à la fin, en Batman, en Superman, parce qu'il faut sauver le dossier, et là on comprend tout de suite son intérêt. Mais effectivement, si on est en amont, on peut préparer effectivement cette relation. Et j'imagine que du coup ADN le prépare. Oui. Exactement. Ok. Et tout le monde, anticipation, vraiment, s'il y a un mot à retenir, c'est ça. Le courtier, il est indispensable dans la mesure où, alors maintenant ça commence à rentrer dans les mœurs, mais il doit sécuriser le financement de l'acquéreur. Avant même de faire rentrer l'acquéreur dans l'appartement ou la maison. T'as pas d'argent, ça sert à rien que tu viennes. Et c'est pas discriminant, c'est de dire, le but c'est quoi ? C'est de vendre un bien à quelqu'un qui a nécessairement le financement adapté à ce bien. Bon ben en fait il faut le prouver. Et qui de mieux qu'un courtier qui est un professionnel de l'emprunt immobilier, c'est le seul professionnel financier, avec l'aspect financier auquel on a accès et qui a des qualités professionnelles de relations clients, de services efficaces, qui sait collecter les bons documents pour attester d'une solvabilité. Donc c'est indispensable, c'est un acteur. Faire accepter une offre d'achat sans ça, c'est du suicide. Ok. Oui, alors je pense que s'il y a bien un côté positif à cette période où les taux ont explosé et les ventes ont capoté, c'est qu'au moins on a appris ça et qu'on a appris notre intérêt justement à bien demander l'avis du courtier avant de valider une offre et l'envoyer en compromis. 1h23 les amis, je pense que on a fait du bon boulot et que on a transmis pas mal de valeurs. Vous pouvez trouver Dorian sur les réseaux sociaux, on mettra évidemment tous les liens. Est-ce qu'il y a des sites internet le site d'ADN j'imagine? Oui, non, c'est site des agences, on pourra te le donner, mais bon, c'est plutôt au niveau local. Mais les réseaux, c'est très bien. La vitrine LinkedIn, elle est très bien. Ok, et alors le LinkedIn de Dorian qu'on vous mettra, le notaire devenu agent immobilier. Merci les amis d'avoir suivi. Si vous êtes arrivés là, chapeau les amis, merci de votre confiance. N'hésitez pas, si vous m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, à mettre un petit avis 5 étoiles. Ça m'aidera évidemment pour le référencement. Et si vous nous regardez sur YouTube les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me disant ce que vous pensez de Dorian, de sa méthode, et mettez un commentaire où vous nous expliquez, racontez-nous un peu des anecdotes de ce qui vous est arrivé avec des notaires ou des agents immobiliers et peut-être en quoi justement ce lien entre les deux a manqué aujourd'hui. Très 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 bonne initiative, je valide, faites ça. Et Dorian vous répondra personnellement dans la case commentaire. En tout cas il les lira. Merci à tous les amis, merci Dorian. Avec plaisir, merci de l'invitation. Merci Vincent. Bon mois à tous, puisqu'on sera diffusé là au début du mois de mars.
si tout se passe bien. Et à très bientôt, Dorian, on se retrouve sur les réseaux. À très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de 35% jusqu'au bout. Encore une fois, je vous invite, surtout si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire, à vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et moi, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à la prochaine.